Avec Paula, dans un précédent épisode, nous avions interrogé la place des enfants dans une famille touchée par un trouble psychique. Qu'en est-il des frères et sœurs des personnes touchées ? Peu de travaux sont réalisés pour étudier la question du grandir avec un frère ou une sœur concerné par un trouble de santé mentale. Aujourd'hui, ces deux angles seront abordés dans le témoignage, puis commentés par une psychologue. En effet, notre témoin nous permet d'aborder la place de fille sous un angle nouveau, mais aussi la place de la sœur. Ainsi, nous recevons Chloé, dont le frère et le père vivent avec un trouble bipolaire. Chloé échangera avec Hélène Daftian, psychologue spécialisée dans la prise en charge des fratries et qu'elle connaît depuis plusieurs années. Si vous ressentez un malaise important et que vous ne savez pas comment en sortir, n'hésitez pas à consulter un professionnel de santé ou à appeler le 3114 si vous pensez à vous faire du mal. En cas d'urgence, composez le 15. Vous écoutez Les Mots Bleus, un podcast de Place des Sciences. Bonne écoute. Bonjour Chloé. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation à participer à cette émission. Alors toi, tu interviens aujourd'hui comme proche d'une personne avec un trouble psychique. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus de détails à ce sujet ? En fait, j'ai mon père qui a un trouble bipolaire et mon frère a aussi un trouble bipolaire. Donc j'ai grandi au contact de la maladie depuis à peu près toujours. Donc tu dis depuis à peu près toujours, c'est-à-dire que tu as toujours su que ton père avait une maladie ? Il était malade avant ma naissance, et bien qu'il ait été hospitalisé quand moi j'avais 8-9 ans, pour autant on savait qu'il avait une forme de dépression qui était donc pas diagnostiquée via cette hospitalisation qui effectivement a été le moment un petit peu officiel du début de sa maladie. On savait bien avant ça que voilà, il avait une forme de dépression et on vivait avec, même si mes parents se sont séparés quand moi j'avais autour de 7-8 ans à peu près, puisque la première hospitalisation, il n'habitait déjà plus dans la maison familiale. Mais en tout cas, on était familiers de ces moments de sieste qui n'étaient pas des siestes, familiers de ces coups de colère, on pourrait dire. Et il avait un fonctionnement qui était quand même un petit peu différent du reste de la famille. Il était par moments un peu plus isolé et on était familier de ce fonctionnement-là et on savait que c'était en un sens lié à ce que ma mère appelait la maladie maniaco-dépressive. On avait besoin de comprendre pourquoi il était pas toujours là au repas ou pourquoi il faisait la sieste en plein milieu de l'après-midi ou pourquoi il avait des accès de colère ou voilà. Et toi, comme enfant, tu appréhendais ça comment quand ta mère te parlait de maladie maniaco-dépressive ? Comme moi, j'ai grandi avec ça, je voyais bien qu'il y avait une particularité dans le fonctionnement de mon père, mais c'était pas plus un problème que ça, dans la mesure où c'était nommé comme oui, c'est une différence, oui, c'est pas facile, oui, c'est difficile d'accepter qu'il soit pas toujours présent. Ou en fait, la grande médiatrice de la situation, c'était ma mère, parce qu'elle était clairvoyante sur cette difficulté et on pouvait en parler. Donc, quand on était enfant, j'étais parfois un peu en colère contre lui, qu'il soit pas présent ou qu'il soit pas toujours à la hauteur de ce que je pouvais lui demander. Moi en tout cas, elle me permettait de comprendre que c'était pas forcément possible pour lui de s'occuper de nous autant qu'on aurait pu le lui demander, quoi.
Donc, je me souviens, la grande expression de ma mère quand j'étais petite, c'était « on ne demande pas à quelqu'un en fauteuil roulant de monter à l'étage ». Voilà, en gros, je trouvais que la métaphore du fauteuil roulant était assez bonne. C'est-à-dire elle nous disait « ben non, mais là, ton père, en fait, il peut pas s'occuper de toi comme toi tu voudrais parce qu'il a une difficulté, qu'il a une forme de maladie. Tu peux pas dire qu'il veut pas. En fait, c'est qu'il peut pas dans une certaine mesure. Donc, c'est difficile à admettre, mais c'est pas forcément possible de le lui reprocher parce que ça fait partie de sa maladie à lui. Au même titre que quelqu'un qui n'a pas l'usage de ses jambes, on peut pas lui demander de monter à l'étage. C'était intéressant parce que ça permettait de, même si j'aurais voulu qu'il fasse plus et qu'il soit plus présent, et je pense que c'est important de dire que bah oui, je l'aurais vraiment voulu et je lui en voulais vraiment de pas être plus présent. Pour autant, j'avais des éléments pour comprendre qu'il n'était pas en capacité et que c'était pas forcément qu'il voulait pas, mais qu'il pouvait pas. On grandit comment quand on est dans cette situation-là, un peu de savoir que son père ne peut pas s'occuper de soi autant qu'on voudrait, mais on se dit qu'on est quand même une enfant et on vit ça comment? La colère, moi j'ai eu très souvent un sentiment d'injustice et je pense que c'est bien de le dire, enfin je veux dire, et de pas faire comme si ça n'existait pas parce que c'est clair que moi, même encore aujourd'hui, je peux très vite reverser dans ce registre de colère et de sentiment d'injustice. Ça m'a motivée pour avancer, pour travailler, ça m'a motivée pour mes études, ça m'a motivée pour trouver des solutions aux problèmes qui étaient les miens. Et c'est un moteur formidable pour travailler. Je dis pas que c'est un bon moteur et je dis pas que c'est forcément la meilleure des choses à faire, mais en tout cas, j'ai été très en colère. Je pense que c'est quelque chose dont j'ai pris conscience de façon vraiment importante, peut-être quand j'étais ado ou jeune adulte. Ouais, j'étais en colère et je voulais trouver des solutions à mes problèmes. J'en ai trouvé et j'ai quand même pu me construire, m'émanciper, apprendre ce que je voulais, avancer dans la vie. Et elle me structure un petit peu aussi, même aujourd'hui, même si j'ai quand même essayé beaucoup de réfléchir sur la situation, que je me suis fait accompagner. J'ai fait, à partir de 20 ans, j'ai fait une psychothérapie qui a duré, je sais pas, 4-5 ans. Ensuite, j'ai fait une thérapie comportementale qui a duré 2-3 ans. Et puis, j'ai fini par retourner voir une psychothérapeute adorable avec qui j'ai encore travaillé, je sais pas, bien 5-6 ans. Et je suis plus apaisée aujourd'hui, mais ce serait mentir que de dire que la colère est pas facilement présente néanmoins dans mon fonctionnement, même aujourd'hui. Et au niveau de tes relations à l'école, ça se passait comment? C'était pas tellement un problème parce que, bon, en fin de compte, voilà, globalement, il était absent. Ça avait pas de conséquences dans mes relations à l'école. Je veux dire, il y avait il y a plein d'enfants dont les parents étaient divorcés. Enfin, c'était pas. Il était principalement dépressif. Donc, en fait, il était dépressif, il était absent. Bon. Tu nous as dit aussi que ton frère était touché par un trouble bipolaire. Est-ce que tu peux nous dire aussi quand et comment ça a commencé? Il est tombé malade à grand fracas quand il avait 17 ans. Moi, j'avais 14 ans. J'étais en troisième. Dans des conditions assez violentes et assez surprenantes. En fait, on était à la montagne. On dirait qu'il était excité, qu'il était un peu survolté et qu'il avait un gros problème d'insomnie. Et puis, au fil des jours, en skiant, il s'est cassé un poignet, ce qui était jusque-là pas très grave. Sauf que le lendemain, avec son plâtre, il a voulu remonter sur des skis alors que c'était clairement pas une bonne idée. Et il est retombé sur la fracture qui s'est fait la veille, alors que on lui disait que c'était pas une bonne idée de skier. Il a continué, il est retombé sur la fracture. Là, il s'est vraiment fait mal à nouveau. Je pense qu'il sentait peut-être pas la douleur dans ce moment de manie qu'il était en train de vivre, en fait. Et donc là, il est retourné à l'hôpital, je sais plus où c'était, en Savoie. Et j'ai vu ma mère revenir sans lui pour nous dire, bah non, là, il restera... voilà, parce qu'en fait, il a pas que le poignet de cassé. Donc, voilà. Désolée, je suis un peu prise par l'émotion, je m'y attendais pas. Mais c'est comme ça, en tout cas, que sa maladie s'est déclarée de façon assez surprenante.
Il ruait dans les brancards de temps en temps, mais bon, ça allait pas plus loin que ça. Mais c'est vrai que voilà, cette fois-là, ça a été très clair de la part de l'hôpital qui a dit à ma mère, en fait, votre fils, il s'est blessé, mais il y a un problème psychique qui fait que là, il va se reblesser. Il a besoin d'être accompagné, d'être soigné sur le plan psychique. Et donc, ça a été vraiment une douche froide. Et ça a été le début d'une période d'hospitalisation à rebond qui a été très douloureuse pour lui. Puis ça a eu des impacts aussi au niveau de sa scolarité et tout. Ça nous a quand même bien chamboulé. Ouais. Et à ce moment-là, avec un père qui souffrait d'un trouble bipolaire, d'un frère qui en déclare un aussi, tu nous as aussi fait part du fait que tu avais d'autres personnes dans ta famille avec un trouble psychique. Est-ce qu'à ce moment-là, on se dit pas, si, ça m'arrivait aussi? Oui, évidemment, c'est peut-être pas une question que je me suis posée tout de suite, mais je pense qu'autour de la vingtaine, c'est quelque chose qui m'a fait peur, ça m'a déstabilisée, à juste titre, parce que je pense qu'on soit solide ou fragile psychiquement quand on est face à des personnes qui sont malades et quand on partage le quotidien un peu pathologique par moment de personnes qu'on aime, on est forcément troublé, déstabilisé et on est mis à rude épreuve, aussi solide qu'on puisse être, à mon avis. Donc, c'est une question que je me suis longtemps posée, de ma propre solidité psychique à moi, ou pas. Je savais pas trop sur quel pied danser. Donc, évidemment, ça m'a complètement remise en cause. Je m'étais pas encore posé la question de savoir si moi, je pouvais, d'une façon ou d'une autre, avoir hérité de la fragilité de mon père. Mais c'est clair que avec la maladie de mon frère, qui en plus se traduisait par des moments assez violents et assez troublants et assez déstabilisants, avec des nuits blanches, beaucoup de bruit, et puis aussi pas mal de violences physiques et verbales, mais surtout physiques. Oui, c'est clair, quoi. J'ai été ébranlée intimement à l'endroit de « et moi alors ?» en fait. Dans tout ça, est-ce que je suis malade aussi? Est-ce que quand je suis triste parce que je fais face à une situation difficile, ou est-ce que je suis triste parce qu'en fait, j'ai moi aussi une forme de dépression, etc., etc. Donc c'est vrai que ça m'a beaucoup remise en question. Et ma solidité ou ma fragilité, ça a été aussi une question très importante par rapport à « et si j'ai des enfants ?» Alors du coup, est-ce qu'ils pourraient aussi être dans le sillon de cette maladie-là qui est présente dans ma famille? Est-ce que pas du tout? Si je regarde les chiffres, qu'est-ce que ça dit? Est-ce que quand on a des parents malades, on peut être malade soi-même? Pas si sûr. Oui, non, tout est vrai. Est-ce que quand on est environné comme ça, statistiquement, on est forcément à risque? On pourrait dire non, puisque justement, il y a plein de gens malades autour de moi, donc statistiquement, j'ai des chances de ne pas l'être. Mais c'est clair que c'est tout un faisceau de questions que je me suis posée. Et très longtemps, je me disais, je veux pas avoir d'enfant, parce que si j'ai un garçon, vu que ce sont souvent les hommes qui sont malades dans ma famille, il risque d'être malade. J'ai quand même pensé ça entre 20 et 35 ans, de façon assez importante. Du coup, tu dis que tu l'as pensé pendant longtemps. Est-ce que tu le penses encore aujourd'hui? Et du coup, est-ce que tu as eu des enfants depuis? J'ai fait le constat qu'il y avait plein de parents, l'un comme l'autre, pas du tout malades, qui avaient des enfants qui étaient malades. J'ai fait le constat qu'il y avait des gens malades qui avaient des enfants qui étaient pas du tout malades, et ainsi de suite, et dans tous les sens. Et je me suis en fait rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de complexité, et que le contexte, et puis aussi certainement tout ce qu'on porte en nous de possible et de potentiel, fait que ce serait bien trop réducteur de penser qu'il y a un risque concernant les gens qui sont dans la même situation. En réalité, je me suis rendu compte à quel point c'est complexe, et à quel point on peut absolument pas prédire ni déterminer de ça. Donc aujourd'hui, je pense plus ça.
Je pense plus ça. Je pense qu'il y a vraiment trop de diversité, trop de complexité pour que ce soit si simple. Et on le voit bien de façon très concrète dans la réalité de ce qui se passe dans les familles. Et du coup, oui, j'ai une petite fille qui va avoir 2 ans. Et je suis pas du tout inquiète, en fait. Et même si c'était un petit garçon, en fait, je crois pas que ce soit... Enfin, aujourd'hui, je pense que je mesure à quel point tout est possible, en fait. Et je le mesure parce que je le vois dans la réalité de ce qui se passe dans les familles à tout niveau de génération. Ouais. Contrairement à ton père que tu disais avoir été absent, ton frère était quand même beaucoup plus présent. Tu étais très jeune quand il a déclaré son trouble bipolaire. À ce moment-là, est-ce que tu avais quelqu'un qui en parlait en dehors du cercle familial et comment ça se passait? En dehors du cercle familial, c'est vrai que le lycée était pas un endroit où la question pouvait être abordée, simplement parce que le lycée, c'est un endroit, on va dire, normal, au sens strict du terme. Et du coup, mes copains, eux, ils comprenaient pas bien de quoi il était question. Et donc, non, en dehors de la famille, j'avais pas tellement d'endroits pour avoir simplement des informations objectives, pour avoir un espace de discussion, ou simplement un espace d'expression aussi. Je pense que quand il nous arrive des choses, de toute nature qu'elles soient, on a envie d'en parler. Ça fait partie de la vie. Donc, j'avais envie de parler de ça, mais non, j'avais pas d'endroit où échanger sur la maladie de mon frère. Au-delà du fait que c'était violent ou douloureux ou quoi que ce soit, il y avait malheureusement pas de source d'information, pas d'endroit de discussion, ou alors dans un cadre thérapeutique. Mais moi, j'étais pas malade. Donc, c'était pas le cadre qui était adapté puisque j'étais face à la maladie, mais j'étais pas moi-même malade. Est-ce que tu considères qu'aujourd'hui, avec quelques années de plus, les informations et les ressources sont plus facilement disponibles? Je pense que la question des enfants face à la maladie psychique, c'est pas une chose dont on parle beaucoup. Elle n'est pas connue. Et je pense que c'est un problème parce que c'est pas représentatif de ce qui se passe dans les familles. C'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont face à ces difficultés-là, que ce soit face à la maladie de la fratrie ou des parents ou des cousins dans un cercle un peu plus large. Non, je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment et qu'il n'y a pas suffisamment de support d'information ou de lieux d'accueil ou de lieux d'échange. Et je pense que c'est très, très dommageable pour ces enfants qui sont là, maintenant, tout de suite, en train de vivre ça. Parce que les impacts, à commencer par l'isolement et tout ce que ça peut avoir comme suite dans la vie des adultes qui sont amenés à devenir, les impacts sont grands. Non, il n'y a pas assez d'infos. Justement, aujourd'hui, on est aussi avec Hélène Daftian, qui est psychologue et que tu connais depuis quelques années. Bonjour Hélène. Bonjour Michael. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment, à quelle occasion vous vous êtes rencontrés? Hélène, je l'ai rencontrée à l'occasion d'une émission sur une radio qui s'appelle Vivre FM. Elle venait parler d'un livre dont elle a coordonné la rédaction, un livre qui réunit les propos de frères et sœurs qui sont face à la maladie psychique de leur fratrie. Donc ce livre, il a été rédigé dans le cadre de Lutte-à-Femme. Et c'est à la faveur de cette émission de radio que j'ai découvert l'existence d'Hélène Daftian et que j'ai remonté le fil jusqu'à l'UNAFAM parce que j'étais évidemment très intéressée par la lecture de ce livre qui me concernait. Voilà, donc c'est comme ça que de fil en aiguille, je me suis rapprochée de l'UNAFAM et de diverses activités et notamment aujourd'hui de l'association qui a été montée par Hélène et par tout un ensemble de praticiens qui s'appelle les Funambules et qui est destiné à fournir de l'information et permettre un endroit d'accueil pour les non-majeurs qui sont face à la maladie. Et justement, Hélène, est-ce que tu peux nous parler un peu de la genèse de cette association, comment ça t'est venu et pourquoi c'est important aussi de proposer un lieu comme celui-ci? Oui, c'est un sujet qui me trotte depuis longtemps dans la tête. Bon, la genèse, elle est assez intime, hein, puisque moi-même, j'ai été
confrontée à la maladie d'un frère. Et bon, ça reste quelque chose d'intime, même si j'ai aussi travaillé en tant que psychologue sur ce sujet. Je tisse un peu les deux. Mais disons qu'en tant que professionnelle, c'est plutôt quand je suis arrivée à l'UNAFAM, donc Union nationale des familles et amis de malades psychiques, que je me suis rendu compte que, à l'époque, en tout cas, on y voyait pratiquement essentiellement des parents de personnes malades. Et je me suis dit, il faudrait faire vivre le F du mot UNAFAM, qui n'est pas un P. Et donc, pas uniquement pour faire vivre l'entourage familial, mais surtout parce qu'une personne malade ne doit pas être réduite à être l'enfant de ses parents. Je trouve qu'en termes curatifs, là je me pose plus en termes d'accompagnement des personnes malades, voir leur entourage qui se réduit et qui les réduit à une position d'enfant, comme s'ils n'étaient plus eux-mêmes membres d'une génération. Ça me préoccupait beaucoup. Quand j'ai travaillé à l'UNAFAM, mon frère était décédé, mais je pensais beaucoup à lui et je me disais, en fait, il était membre de notre fratrie. Nous, on était 6, donc et on n'était pas partis. Donc, on était là. La question de l'entourage, je dirais que mon propos, il a bougé depuis que je travaille sur ce sujet, parce qu'au début, je réfléchissais plutôt sur les frères et sœurs d'eux ou sur les enfants d'eux. Et maintenant, je pense beaucoup plus sur la relation, en fait. Soutenir la relation, soutenir le tissu relationnel dans lequel est la personne malade. Et donc, bien sûr, les relations fraternelles, ces relations de parents de ses enfants, ça me paraît quelque chose de capital. Donc mon propos a un petit peu bougé, puisqu'en fait, quand j'ai démarré le sujet à l'UNAFAM, donc au moment à peu près où j'ai rencontré Chloé, donc je venais de faire une recherche-action auprès de 600 frères et sœurs de personnes malades. C'est vrai que cette recherche, qui était la première, avait mis en évidence l'importance des retentissements des troubles sur les frères et sœurs, puisque 54% de mémoire de ces 600 disaient que la maladie de leurs frères ou de leurs sœurs avait des répercussions sur leur propre santé. Donc ça, c'était un premier élément, bien sûr, qui m'a incité à creuser davantage. Et ensuite, du coup, je suis passée d'une recherche plutôt quantitative à une recherche qualitative, donc à une thèse beaucoup plus clinique, où là, je me suis vraiment beaucoup plus intéressée à la relation, puisque j'ai intégré le point de vue de personnes malades en tant que frère. Et je l'ai questionné au même titre que les autres membres de la fratrie sur parlez-moi de vos relations fraternelles. Et à l'occasion de ces travaux, tu as recueilli quoi comme éléments de la part des personnes malades sur leurs relations fraternelles ? Moi, je me souviens quand j'ai fait mes études de psycho, j'entendais des propos qui, à l'époque, me troublaient beaucoup, puisque moi, je vivais ça dans ma famille, que quand on souffrait de psychose, en fait, on souffrait pas, ou qu'on n'avait pas conscience des autres. Enfin, c'était des choses à l'époque qu'on entendait dans les cours. Ça me choquait beaucoup, parce que moi, j'ai justement senti l'inverse. En travaillant sur les propos des frères et sœurs malades et en les questionnant sur les relations fraternelles, en fait, je me suis rendu compte à quel point ceux que j'ai interviewés étaient soucieux, très soucieux de ce que leur maladie pouvait procurer à leurs frères et sœurs, et que du coup, j'ai posé l'hypothèse que la position de repli dans laquelle ils sont souvent était en fait une position de protection du reste du groupe, et aussi une protection de leur place dans le groupe, c'est-à-dire la peur d'en être exclu. Du coup, ça n'a rien à voir avec un repli autistique, puisqu'on pourrait dire c'est plutôt un repli relationnel. Ce qui change, je pense, beaucoup de choses, et je pense que la question du relationnel, moi, elle m'intéresse aussi parce que elle ouvre beaucoup de leviers thérapeutiques. Si on commence à regarder les choses comme ça, on est moins dans quelque chose de passif. Ça ouvre des choses.
Et toi, Chloé, justement, la relation avec ton frère, est-ce qu'elle suivait aussi un peu ce même schéma de retrait de sa part pour préserver un peu le reste de la famille? Je saurais pas dire parce que c'était tellement troublé dans les moments où il était vraiment malade que je pense que c'est une discussion impossible à avoir. Est-ce qu'il aurait essayé de s'excuser d'être malade? C'est absurde. Je veux dire, non, quoi. Je pense que pour lui, c'est une vraie question qui, des fois, a pu perler dans les discussions qu'on a eues après des moments difficiles. Je pense qu'il est très conscient que ça a changé beaucoup de choses pour nous, mais il en est tout autant conscient qu'il est victime de la situation. C'est-à-dire que, de toute façon, on est une famille et puis on fait face à ce qui nous traverse et puis c'est comme ça, quoi. Je pense que c'est très, très difficile parce que c'est un impact très fort. Et pour autant, on s'excuse pas d'être malade. Je veux dire, c'est impossible à penser comme voilà. Enfin, ça me trouble en fait comme question parce que c'est difficile d'y répondre. Mais pour autant, moi, ce que je sais, c'est que sa maladie, elle est toujours, parce qu'il est parfois encore dans la difficulté, mais c'est très très riche en fait, ce qu'on vit. Parce que par exemple, mon frère, c'est quelqu'un de très sensible. Donc le discours qu'il a pu avoir sur les choses, il est très sensible, il est très attentif, il est très fin. Et il est très conscient de sa position et aussi de sa maladie. Tout à l'heure, sur cette question justement de peur de devenir malade quand on a un proche qui est malade, Hélène, est-ce que c'est quelque chose que tu rencontres souvent avec des familles que tu accompagnes ou avec des patients? Oui, je me souviens d'un des premiers groupes que j'ai organisé à l'UNAFAM où il y avait un jeune, je pense 17-19 ans, qui s'est levé. C'était un groupe où il y avait une quarantaine de frères et sœurs et il s'est levé, il a dit en fait moi je suis juste venu vous voir et voir comment vous étiez et ça me rassure sur moi et ça me suffit. Rencontrer d'autres personnes qui traversent le même type de situation, ça permet en fait d'oser affronter cette question. Et je pense que c'est une des raisons que cette question est tue, que souvent les frères et sœurs mettent beaucoup de temps à demander de l'aide, c'est que souvent on leur offre un regard d'inquiétude en fait. Est-ce qu'il va pas être malade aussi? Donc ce regard-là, en fait, il l'évite. Voilà, c'est justement dans cet esprit-là que je pense important, et Chloé l'a dit, de créer des espaces un peu différents que des espaces qui sont un peu trop médicalo-centrés. On voit bien que dans cette histoire-là, oui, il y a la question médicale, mais il y a beaucoup plus une question existentielle, en fait. Comment je vis avec mon frère qui ne partage pas le même espace-temps que moi, en fait, qui vit dans le même lieu que moi, mais qui l'habite autrement. Ça peut être quelque chose de très troublant. Avec les inversions de jour et de nuit, par exemple, le rapport à la nourriture complètement différent, comment je vis avec mon frère ou ma sœur qui perçoit l'univers de façon troublée, qui parfois délire sur moi-même, c'est-à-dire que les frères et sœurs peuvent être très souvent l'objet du délire et des supports de projection très très fortes. Et peut-être ça, c'est aussi quelque chose que j'ai vu dans ma thèse, c'est que être en capacité de supporter ces projections pour pouvoir les renvoyer à l'envoyeur, ça, quand ça a pu se mettre en place, ce jeu dans les fratries, ça a aidé énormément la personne malade. Donc je pense que là, c'est pour ça que je dis que pour moi, le fraternel est un levier thérapeutique très intéressant. Enfin, moi, en fait, avec ces jeunes-là, je ne parle pas de normal et de pathologique. Je parle d'ordinaire et d'extraordinaire. Parce que souvent, on est beaucoup plus dans l'extraordinaire.
Est-ce que c'est pathologique ? C'est pas du tout évident à mettre des termes médicaux parfois sur des comportements qui glissent. En fait, la familiarité du lien fraternel, le fait qu'on s'est construit ensemble depuis l'enfance, que je prends un terme de Guthon qui parle de chair de fratrie, hein, CHAIR, qu'on est fait de la même pâte humaine. Finalement, on peut se renvoyer des choses différemment que dans une relation enfant-parent, par exemple. Il y a de la réciprocité dans le lien fraternel qui peut être très fort et qui peut être très fort dans le sens de la toxicité, d'une contagiosité psychique très particulière, mais qui peut être très forte aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire de ramener au familier, de ramener celui qui s'en éloigne trop au familier. Un des frères qui me disait, j'ai plus de mémoire, j'ai perdu tous mes souvenirs, mais j'ai mes frères et sœurs qui me servent de mémoire. Donc voilà, il y a vraiment du commun. C'est-à-dire qu'un frère ne peut jamais être un autre. Il restera toujours du commun. Même pour les frères et sœurs, il y en a beaucoup qui partent vivre très très loin, qui s'arrangent pour aller faire leurs études. Ça, c'est très fréquent. Mais même en étant loin, la dialectique du même et de l'autre, elle est constante dans les fratries. Elle résonne complètement avec la problématique psychotique, en fait. Donc, il y a beaucoup à faire là-dessus. Et comment est-ce que tu expliques justement que les fratries soient encore aussi absentes dans les discours justement sur les proches, sur les aidants et même dans les structures d'accueil ? On est un peu embarrassé, je pense, avec ces histoires de fratries qui justement vont poser la question de l'horizontale. Alors, un parent, quand on s'entretient avec un parent, il y a une responsabilité de la génération intergénérationnelle. Un enfant, parfois pour son parent malade aussi, on peut jouer cette ligne-là qui est posée dans la loi d'ailleurs, hein. Alors que l'horizontale, alors là on ne sait pas trop, il n'y a pas d'obligation, à s'occuper de son frère. Et c'est justement ça qui est intéressant, moi je trouve. C'est-à-dire que je vais pouvoir t'aider à la condition que tu collabores. Et ça peut devenir très intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup de frères et sœurs qui ont une conscience très très vive qui vont contribuer à un moment. Voilà, je pense à un jeune qui me disait mes parents sont au front et moi je suis réserviste. Bon, il avait 16 ans. Donc il y avait une conscience très aiguë de ça. Mais justement, qu'est-ce que ça veut dire d'être réserviste ? Voilà, moi j'ai travaillé ça avec lui. Ça veut dire quoi être réserviste ? Donc ça veut dire prendre des forces. Et donc c'est pas du temps pour rien, ça. C'est du temps justement où il faut être attentif à accompagner les frères et sœurs dans ce moment-là. Tu parlais aussi de l'obligation légale de s'occuper de ses parents, mais dans le cas d'enfants comme Chloé qui avait 8 ans quand son père a été hospitalisé, il se passe quoi en fait ? Puisqu'on a en général des parents qui s'occupent de leurs enfants le temps qu'ils grandissent, mais quand on est une enfant et que, justement, comme elle le disait, son père ne pouvait pas, du fait de sa maladie, s'occuper d'elle comme elle l'aurait voulu, ça se passe comment ? À partir de quel âge on peut être considéré comme un aidant ? Et finalement, ça veut dire quoi être un aidant ? Je pense que ça veut dire quelque chose en termes économiques actuellement. C'est un terme qui... étonnamment, est apparu en psychiatrie, alors que pendant très longtemps, on a pensé que plus on séparait les malades des familles, mieux les malades allaient se porter, hein. Maintenant, on pense exactement l'inverse, hein. Je reprends les propos d'un sociologue qui s'appelle Normand Carpentier, qui dit on est passé avec les familles d'un modèle pathologique à un modèle de compétence. Bon, moi, je pense que les familles n'ont pas changé. C'est les mêmes qu'avant. Il y en a qui se débrouillent pas trop mal. Il y en a, par contre, qui peuvent faire mal. Parfois, la séparation peut faire du bien. Parfois, la proximité peut faire du bien. Ce qui est compliqué, c'est quand on voit les choses sous un angle strictement d'organisation des soins. Et si on voit les choses sur ce sens-là, oui, alors oui, on a sacrément besoin des aidants familiaux, vu l'état de l'hôpital et l'état de la psychiatrie. Mais c'est quand on se pose la question sur un plan strictement économique. Maintenant, si on se pose la question sur un plan
je dirais, plus relationnel. La plupart des jeunes que j'accompagne ne se considèrent pas comme aidants. C'est un terme qui ne leur parle pas beaucoup. Je pense que déjà beaucoup font beaucoup d'efforts pour être tout simplement proches, pour être présents, pour ne pas s'enfuir. Et donc la présence, peut-être on pourrait estimer que c'est une forme d'aidance. J'ai eu ce débat-là, en fait, parce que je me suis retrouvée au comité de pilotage de recherche sur les jeunes aidants. Mais c'était beaucoup plus sur le handicap moteur, sur des handicaps visibles. Et moi, je disais, mais par exemple, une petite fille qui me dit, moi, quand mon frère est en crise, je monte dans ma chambre, je dessine et je pleure. Est-ce que vous considérez qu'elle est aidante ? Donc, versus ces formes de handicap-là, ils me disent non. Mais versus nous, ce que l'on sait de l'effort que peut faire cet enfant pour ne pas en rajouter, ce que vraiment, pour moi, l'effort premier de ces jeunes que l'on accompagne, que ce soit les jeunes frères et sœurs ou les enfants de malades, c'est ne pas en rajouter, prendre sur soi, essayer d'être le plus ordinaire possible, ne pas attirer l'attention sur la famille, hein, c'est ce que font beaucoup les enfants de malades. Il y a une espèce de lissage très important. Et ben ça, si on les pousse trop, moi c'est ça qui m'inquiète, c'est que si on les pousse trop dans cette position, ça a des effets délétères à l'âge adulte. Et ça va créer de la colère. Enfin, Chloé a parlé de sa colère, mais oui, ça peut mettre très en colère de ne pas avoir été reconnu dans cet effort-là et de craquer quand on a 25-30 ans, c'est ce que j'ai beaucoup rencontré. Donc, je trouve que ce terme d'aidant familial, et maintenant on parle de jeune aidant, moi je trouve que c'est quelque chose qui peut être dangereux, en fait, de substituer une fonction à une relation. C'est pas des jeunes aidants, ce sont des enfants, ce sont des frères et sœurs, des enfants adolescents, des enfants, enfin, des enfants qui sont à l'âge de l'émancipation, enfin, ils sont dans leur... Et ils ont à réussir ces passages pour devenir adultes. Et donc, je trouve, moi, très préoccupant quand on supplante une fonction, en plus qu'on leur colle, à une question qui est d'abord relationnelle. Je vais vous adresser une question à toutes les deux, puisque je pense que vous pouvez avoir un regard complémentaire. Toi, Chloé, de quoi tu aurais pu avoir besoin quand tu étais plus jeune pour en parler, pour gérer au mieux la situation ? Et Hélène, de ton côté, avec les funambules, par exemple, qu'est-ce que tu mets comme action en place aujourd'hui pour aider justement les jeunes à mieux comprendre la pathologie de leurs proches, à mieux vivre avec et juste à être présent, comme tu dis ? Je pense que adolescente, j'aurais eu besoin d'endroits, un endroit d'échange et d'expression, et que cet endroit-là soit pas nécessairement médical ou psychothérapeutique. C'est simplement ne pas être prise comme une personne en défaut ou en difficulté. Je pense que si j'avais trouvé, alors je sais pas trop quelle forme ça aurait pu avoir à l'époque, mais en tout cas la possibilité de discuter simplement, d'échanger sur la question, et peut-être aussi d'avoir des informations qui objectivent la situation et qui permettent de savoir où est le haut du bas, parce que c'est pas si clair par moment. Ça m'aurait permis d'être moins isolée et simplement de vivre les choses avec un peu plus de clarté et peut-être avec des moments où j'aurais pu me saisir un peu de la situation et de prendre du recul. Voilà. Ouais, je reprendrai les termes de Chloé, en fait, objectiver ce qui se passe, ne pas faire comme si on n'était pas là, ces jeunes-là n'étaient pas là. Pour l'instant, les sorties d'hôpital psychiatrique, on ne prend pas en considération
qui est au domicile du patient et est-ce qu'il y a des enfants, des jeunes mineurs au domicile. Ça, moi, c'est vraiment quelque chose que je voudrais que ça change, ça. C'est effectivement ça qu'on essaye de faire au funambule. C'est d'une part objectiver ce qui se passe, c'est-à-dire, oui, il se passe bien quelque chose de compliqué dans la situation que tu vis et on peut en parler, on peut répondre à tes questions si tu as besoin d'informations, objectiver ce qui se passe, mais en même temps, il y a un double mouvement qui est subjectiver ce qui se passe pour toi là-dedans. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu éprouves toi là-dedans ? Qu'est-ce que cette situation te fait ressentir, te fait vivre ? On peut ressentir de la colère. Chloé a beaucoup parlé de la colère et c'est troublant de ressentir de la colère alors qu'il s'agit de souffrance. C'est troublant de ressentir de la peur. C'est un mot que souvent les enfants nous disent alors que c'est quelqu'un que j'aime. Donc c'est pour ça que nous on travaille toujours avec ce double mouvement d'objectiver ce qui se passe pour l'autre et de subjectiver ce qui se passe pour soi. Comment on s'y prend ? Déjà, on a un accompagnement qui est différent suivant les âges. Donc, en gros, on a les 7-11 ans, les 12-18 et les jeunes majeurs, 18-25. Ça nous paraît très important d'accompagner les questionnements et de ne pas amener de l'information toute faite. Donc, on va dire qu'on est beaucoup plus dans une approche psychopédagogique que la psychoéducation classique. Psychopédagogique, c'est-à-dire qu'on va individualiser, on va comprendre ce que vit l'enfant, les ressources qu'il a autour de lui, les fragilités de son contexte de vie. C'est-à-dire qu'on ne va pas répondre de la même façon à tous les enfants. On va vraiment individualiser et être attentif aux freins et aux ressources. On va dire que le dépistage précoce, par exemple, on est beaucoup plus sur la question du risque. Et nous, on va être beaucoup plus sur la question d'augmenter ses facteurs de protection. Qu'est-ce qui lui fait du bien ? Qu'est-ce qui l'aide ? L'aide, ça peut être, par exemple, d'organiser une prise de distance temporaire. Parfois, c'est ça qui est nécessaire. Parfois, ça peut être organiser une rencontre avec un psychiatre pour soi, parce qu'on est hanté par la question de est-ce que je suis pas malade moi aussi, et que parfois ça peut faire du bien d'aller poser cette question à un professionnel qui a cette compétence-là. Donc on va vraiment individualiser les réponses. Et puis bien sûr, et ce que disait Chloé aussi, c'est la possibilité de rencontrer d'autres dans la même situation que soi, dans les mêmes âges. Et donc là, c'est ce qu'on essaye de développer à travers la plateforme www.jeffpsy.org, donc c'est Jeunes Enfants Fratrie, psy.org, où là, on s'est mis avec 3 autres équipes, donc une équipe luxembourgeoise, le Centre Cannelle, une équipe belge, Étincelle, et une équipe suisse, le Biceps, à Genève. Grâce à cette plateforme, en fait, on peut aider ces jeunes à être en relation et à échanger. Et aussi à rencontrer facilement un professionnel. Voilà. Mais dans un espace qui n'est pas effectivement un espace de soins, on pense beaucoup plus à un lieu de reconnaissance de cette situation de vie et de ta place dans cette situation de vie. Dans le domaine de la santé mentale, il y a un sujet dont on parle assez souvent qui est celui de la stigmatisation. Donc c'est tous les clichés un peu négatifs qui entourent les troubles psychiatriques. On se rend compte que ça touche pas mal les personnes directement concernées. Mais est-ce que cette stigmatisation, elle n'est pas aussi poreuse et s'intègre de manière peut-être un peu insidieuse dans les relations avec les proches ? Est-ce que les proches, finalement, sont autant stigmatisés que la personne malade ? Ah oui, moi je pense qu'il y a beaucoup d'auto-stigmatisation. Là, j'essaye de lancer une recherche, mais d'ailleurs j'en profite pour faire un appel. C'est une recherche sur les effets de la stigmatisation dans les fratries de jeunes patients atteints de schizophrénie. Donc on essaye d'inclure des fratries complètes, donc le point de vue de celui qui est malade et le point de vue de ses frères et sœurs. Sur les quelques fratries que nous avons inclus, on s'est rendu compte que
Donc, je ne peux pas en tirer des conclusions plus que ça, mais que le ressenti de stigmatisation est plus fort pour les frères et sœurs que pour celui qui est malade. Il y a un vrai souci sur cette question-là. Dire je suis enfant d'une personne qui a des troubles ou je suis frère ou sœur d'une personne qui a des troubles, c'est offrir une vulnérabilité aux autres qui vont pas forcément être très bienveillants avec cette vulnérabilité. Donc, c'est très difficile à assumer socialement encore. Je rebondis juste sur ce que dit Hélène. Effectivement, il y a un glissement assez facile et assez dommageable qui est préjudiciable. Moi, c'est vrai, par exemple, dans le cercle du travail, j'ai jamais, il m'est arrivé de dire que mon père, dans des moments de grands soucis, que je pouvais pas cacher au boulot parce qu'on se voit au quotidien, parce que il m'est arrivé de dire que mon père, en fait, il avait des problèmes neuro. Comme ça, en même temps, c'est dans la tête, mais c'est pas autant stigmatisé que des problèmes psychiques. Et ça me permettait quand même de pouvoir dire que mon père avait une maladie neuro. Et je voyais un peu de compassion dans le regard de certains de mes collègues qui en demandaient pas plus, mais qui du coup me laissaient un peu tranquille. Et pour autant, je prenais pas de risque parce que j'ai jamais dit maladie psychique et je ne prêtais pas le flanc à une forme de malveillance, qui peut exister même un petit peu par hasard, quoi. On a parlé pas mal du côté relationnel. Et justement, cette relation avec l'autre, la maladie peut avoir quel impact dessus? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque de vouloir à tout prix maintenir le lien et de se suradapter à la maladie et donc finalement à dénaturer peut-être un peu le lien? C'est ça tout l'enjeu. Je pense que justement, quand on est plus sur la question d'être en lien et moins sur la question d'être un aidant qui vient compenser la maladie, il y a moins ce risque-là. Et rester l'enfant de ses parents ou rester le frère et sœur de son frère ou de sa sœur, je pense que ça l'aide beaucoup plus. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans une fratrie? Il y a de la compétition, il y a de l'émulation, il y a de la jalousie, il y a des choses comme ça. J'avais vu dans un programme de psychoéducation, en fait, que il y avait un module sur les fratries. Et en fait, ce qui était enseigné, c'est que les frères et sœurs devaient rester, ne devaient pas avoir d'émotionnalité trop forte. C'est une injonction absolument impossible de dire ça à une fratrie d'adolescents, soyez calmes. Et voilà, donc c'est pas possible. Non, je pense que la question, c'est comment on transforme la relation fraternelle pour qu'elle demeure. Et surtout pour qu'elle ne se rompe pas, parce qu'on parle toujours des familles qui n'en font pas assez ou qui font ceci ou cela, mais il faudrait qu'on parle de toutes celles qui n'ont pas pu tenir et qui sont nombreuses. Et pourquoi elles n'ont pas pu tenir? Donc, je pense que oui, c'est sûr que ça met parfois très à mal les relations. Mais justement, quand ces relations, on arrive à les transformer, c'est là où je pense qu'on est sur le chemin du rétablissement. J'imagine assez peu une personne malade se rétablir si son entourage, quel qu'il soit, son entourage familial ou amical, ne fait pas lui-même cet effort de transformation. C'est-à-dire que je pense que le rétablissement passe par le rétablissement du groupe. Oui, c'est vrai que c'est intéressant. Moi, plusieurs fois, il m'est arrivé de dire à mon frère, écoute, éventuellement, si t'es plus malade, ça m'arrangerait et j'en serais vraiment heureuse, sincèrement. Et je serais peut-être même capable d'accepter d'être plus la sœur pleurnicharde parce que son frère est malade. Mais du coup, je trouve que c'est intéressant de dire que nous, autour de cette situation-là, on s'adapte bon an, mal an, pour des bonnes et des mauvaises raisons. Et du coup, il y a aussi, effectivement, c'est difficile d'être attentif au fait que... moi, il y a des moments, peut-être, pour un petit bourdon qui est le mien ou pour une difficulté qui est la mienne, je pourrais, de façon un petit peu inconsciente, on va dire, ou peut-être un petit peu malhonnête intellectuellement, remettre ça sur la situation familiale qui est difficile.
la position que moi je peux avoir vis-à-vis de la maladie de mon frère, par moment, il faut aussi que je puisse me dire, et en fait, ça pourrait aller, et mon frère il pourrait aller bien. Et puis moi, je serais aussi en capacité d'exister autrement et différemment, et notre fratrie, elle pourrait exister aussi avec une autre dynamique qui serait celle où mon frère va bien. Enfin, moi, j'ai fait du chemin pour me rendre compte que ma position avait une importance par rapport à sa situation à lui. En l'occurrence, nous, on est 4 dans la fratrie et bon, voilà, c'est un chemin qu'on fait tous à des endroits différents, mais l'autoriser à ce qu'il soit plus malade, intrinsèquement pour chacun d'entre nous, je pense que c'est pas forcément quelque chose de facile. Et pourtant, c'est effectivement, je pense que c'est un levier de mieux-être qui est important. Enfin, moi, j'ai un peu la même logique vis-à-vis de mon père. Il y a des moments où il peut rentrer quand il est, on va dire, dans un moment de dépression, il peut rentrer dans une discussion et dans une relation de « c'est affreux, aide-moi, il faut me sauver, je suis très triste, je me blesse, etc. » Et moi, il y a un moment, je lui dis « écoute, papa, et là, c'est toi qui peux te soigner. Moi, je peux vaguement contribuer à cette situation, mais en réalité, je vais pas t'aider si on reste dans ce registre où, ah oui, mon petit papa, il est malade, vraiment, c'est très dur, j'en ai de la peine et j'ai de l'empathie vis-à-vis de lui, mais pour autant, si je reste dans une position où il reste malade et que moi, je me positionne pas à un moment en disant, tiens, en fait, tu sais, tu pourrais aller mieux et ce serait possible, en fait. Enfin, pour moi, ce serait possible. Du coup, voilà, c'est une attitude qui peut permettre à ce que réellement, à un moment, il aille mieux et que ce soit possible pour tout l'entourage. Oui, ça revient à la question de la stigmatisation, en fait. Si l'identité que l'on se donne, c'est enfant de malade, frère et sœur de malade, ou malade, c'est la même chose. C'est vraiment cette question de l'autostigmatisation. Donc, il faut pouvoir être aussi dans d'autres identités, parce qu'on est multiples, même si on est très malade. Oui, on est multiples et les choses, elles évoluent. C'est-à-dire que moi, dans ma famille, la situation n'est pas la même, et notamment celle de mon frère. Il n'est pas du tout dans les mêmes difficultés qu'il y a 10 ans. Et la dynamique de notre fratrie et de notre famille... parce que je parle beaucoup de fratrie, mais il y a quand même ma mère qui joue un rôle important aussi dans l'organisation de notre famille. La dynamique n'est pas du tout la même aujourd'hui qu'il y a 10 ans, par exemple. On arrive au terme de cet entretien, Chloé, Hélène. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci Hélène pour tout ce que tu fais avec les funambules. Et merci beaucoup Chloé pour ton témoignage qui est précieux. Merci à toi. Vous venez d'écouter Les Mots Bleus, un podcast de Place des Sciences. L'épisode a été mis en musique et coproduit par Alex Rocher. L'illustration a été réalisée par Manon Combe. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez nous laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou 5 étoiles sur Spotify mobile. Vous trouverez également des ressources sur notre site placedesciences.fr. Merci de votre fidélité et de votre engagement à nos côtés. Et à très bientôt.